Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 12e webinaire polycritique de l'Association française de sciences politiques. Je me réjouis de partager ce moment sur la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Je vais encore attendre quelques petites secondes que tout le monde se connecte pour ouvrir ce 12e webinaire de l'AFSP. Alors, la présidence française du Conseil de l'Union européenne, vous le savez, a débuté maintenant il y a 19 jours. Rappelons évidemment que cette présidente est distincte des autres institutions européennes, Commission, Parlement et désormais Conseil européen. Les appellations courtes présidence française de l'Union européenne, comme d'ailleurs dans l'acronyme PFUE, entretiennent volontairement cette confusion. Notre webinaire aujourd'hui intervient au moment où le président de la République française a débuté à 11h30 dans un discours important au Parlement européen le programme de la présidence française qui a été suivi de pas moins de 50 interventions de députés chefs de groupe au Parlement européen. Alors nous en parlerons peut-être sans doute dans le débat. Un certain nombre d'éléments importants ont fait l'objet d'annonces comme l'annonce du droit d'initiative au Parlement européen. On peut également citer une forme de renationalisation du débat européen. Alors, en guise d'introduction, je vais simplement pointer, avant de présenter nos trois intervenants que je remercie d'avoir d'accepter de participer à ce webinaire, trois idées en forme de paradoxe. La présidence française du Conseil de l'Union européenne est un exercice à la fois classique et nouveau. Classique, vous le savez, parce que c'est le 13e exercice depuis 1958. Nouveau, parce que c'est la première sous l'empire du traité de Lisbonne. Et ce traité de Lisbonne, on y reviendra, a consacré la rupture de la chaîne de commandement dans ce qu'on peut appeler le système présidentiel de l'Union européenne. Et donc, c'est un élément important. Le président de la République française ne présidera pas le Conseil européen, comme son ministre des Affaires étrangères ne présidera pas le Conseil des Affaires étrangères. Deuxième idée en forme de paradoxe, la présidence française est un exercice donc plus contraint qu'en 2008, dernière présidence française du Conseil, mais sans doute aujourd'hui plus attendue. Nous sommes passés d'un exercice de la représentation à un exercice de l'influence, et le travail présidentiel français doit s'intégrer au sein du trio de présidence avec la République tchèque et la Suède. Troisième idée, la présidence présente de nombreuses opportunités. On va débattre ce soir du thème de la souveraineté européenne. Elle présente également une série de risques. Le risque de la comparaison, sans doute avec celle de 2008, la dernière présidence française, qui, on l'a dit, disposait de leviers dont aujourd'hui la présidence française de 2022 ne disposera pas. Risque évidemment du calendrier électoral. L'ordre de rotation de la présidence a été fixé dès juillet 2016 et on le sait, la présidence sera courte, très courte, peut-être, on en discutera, ambitieuse ou trop ambitieuse. Alors, ce webinaire est centré donc autour du thème de la souveraineté européenne. Il a été annoncé au cœur des priorités françaises. De quoi la souveraineté européenne est-elle le nom? S'agit-il d'un oxymore? Quelle définition lui donner? Cette souveraineté est-elle nouvelle? Quels sont enfin les soubassements politiques, institutionnels et normatifs de ce concept? Donc, je suis très heureux d'accueillir et de donner la parole à trois intervenants. Olivier Costa, qui est directeur de recherche au CNRS affecté au CEVIPOF à Sciences Po Paris, qui dirige le département d'études politiques et de gouvernance européenne au Collège d'Europe, qui interviendra en premier. Amandine Crespi, qui est professeure de sciences politiques à l'Institut d'études européennes de l'Université libre de Bruxelles et qui est la directrice adjointe du CEVIPOL. Enfin, Luc von Middelaar, professeur à l'Université de Leiden aux Pays-Bas, philosophe politique et historien, et ancien conseiller du président du Conseil européen, Herman Van Rompuy. Chacun disposera de 15 minutes de propos liminaires, et je rappelle à tous nos intervenants, à tous nos participants, que vous pourrez évidemment poser des questions en utilisant prioritairement la fonctionnalité Q et R, questions et réponses, que vous avez en bas de l'écran Zoom. Je me ferai le porte-parole de vos questions dans la deuxième partie de ce webinaire jusqu'à 18h30, le débat que j'aurai le plaisir d'animer. Je voulais simplement, avant de passer la parole à Olivier Costa, annoncer
pour celles et ceux qui sont fidèles aux activités de la FSP, que le prochain et donc 13e webinaire de l'Association française de sciences politiques se tiendra le jeudi 10 février de 17h30 à 19h. Il portera sur le Irak 3 ans après. Il sera organisé par le groupe Engagement politique de la FSP. Merci à toutes et à tous et la parole est à Olivier. Merci, cher Michel, de cette invitation. Je suis ravi de participer à cette petite conférence avec Amandine et avec Luc. Ravi de voir aussi plein de collègues et amis parmi les spectateurs. C'est toujours drôle de faire défiler les listes des participants dans ce genre d'événement. Donc, je vais pour ma part prendre un peu de recul sur cette question de la souveraineté pour laisser Amandine et Luc peut-être discuter des aspects plus concrets, plus opérationnels en lien avec la présidence française. Pour rappeler quand même que la question de la souveraineté de l'Union européenne, c'est une vieille lune française. On pourrait dire que ça remonte au plan Fouché du début des années 60, où déjà De Gaulle réfléchissait à cette question de la souveraineté, parce qu'une Europe souveraine l'intéressait certainement plus qu'un marché commun. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron partage une vision, je dirais, assez gaullienne de l'Union européenne, ayant vocation, selon lui, à s'imposer comme une puissance face aux États-Unis, à la Russie, à la Chine, sous la houlette du Conseil européen, pour ne pas dire sous la houlette de la France. Et il est évident, s'ajoute à cette vieille tradition française, à cette vision très gaullienne qu'a Emmanuel Macron, que le contexte de la campagne électorale en France pousse Emmanuel Macron à surjouer un petit peu ce rôle d'animateur ou d'inventeur d'une souveraineté de l'Union européenne et les enjeux de puissance, puisque c'est un avantage concurrentiel qu'il a face aux autres candidats dans la campagne présidentielle, autres candidats qui n'ont pas d'expérience significative à l'échelle internationale et n'ont pas les moyens de se mettre ainsi en scène. Alors ça, c'est un contexte un peu français, mais il y a aussi un contexte strictement européen sur les questions de souveraineté. Je pense que la souveraineté ne serait pas aussi centrale dans le programme de la présidence française s'il n'y avait pas une évolution assez spectaculaire des choses sur ce sujet à l'échelle de l'Union depuis 5 ou 10 ans. Quelques éléments pour le rappeler. Peut-être le discours d'Ursula von der Leyen devant le Parlement européen en juillet 2019. Ursula von der Leyen, présidente désignée de la Commission européenne, qui choisit de qualifier la commission qu'elle présidera de géopolitique après la commission dite politique de Jean-Claude Juncker. Alors les raisons de ce choix sont bien connues, j'y reviendrai très très rapidement. Un monde contemporain qui est de plus en plus hostile, on va dire, des menaces qui pèsent aujourd'hui sur toutes les sociétés européennes, changement climatique, pandémie, terrorisme, épuisement des ressources, qui sont toutes mondiales et doivent être adressées comme telles. L'isolationnisme des États-Unis, les ambitions de la Chine, l'hostilité de la Russie qui s'exprime assez fortement ces derniers temps, et une Union européenne qui, d'une certaine manière, n'a plus d'alliés naturels à l'échelle globale. Alors, 2 ans après cette déclaration d'Ursula von der Leyen, 2 ans et demi, où en est-on? On ne sait toujours pas exactement ce que c'est que cette commission géopolitique, mais certainement qu'Amandine et Luc nous éclaireront sur ce sujet. Mais en tout cas, il existe un consensus relatif, et ça c'est nouveau, au sein du Conseil européen, l'idée que l'Union européenne doit, d'une certaine manière, exister à l'échelle mondiale, autrement que comme un acteur commercial ou un prosélyte de ses propres valeurs. Mais les contours de cette politique de puissance de l'Union restent incertains, et c'est un petit peu ce vide qu'Emmanuel Macron s'emploie à essayer de combler à l'occasion de cette présidence. Alors pour revenir, premier point, sur ce contexte international en mutation, on voit que l'évolution des choses à l'échelle globale a contraint l'Union européenne à revoir complètement de fond en comble son approche de l'intégration, de l'action extérieure qu'elle peut mener. Et on pourrait dire qu'il y a une sorte de hiatus entre le projet original d'intégration européenne, c'est-à-dire une intégration par l'économie, par le libre-échange, par la promotion du libre-échange aussi à l'échelle globale, donc une intégration qui en somme évite complètement de parler de souveraineté et récuse même la notion, et ce projet a été ébranlé par toute une série de phénomènes qui se sont développés ces dernières années. Alors, je l'ai déjà dit, l'émergence de nouvelles puissances, la Chine, le Brésil, l'Inde, le retour de la Russie, donc, qui est peut-être pas aussi démocratique qu'on avait pu l'espérer dans les années 90, et surtout des puissances qui disent clairement
qu'elle ne partage pas les valeurs, les visions, les objectifs de l'Union européenne quant à la marche du monde et la façon dont les choses doivent s'organiser. Deuxième facteur, je dirais une sorte de déclin de l'Union européenne qui est plus rapide que prévu, qu'on raisonne en termes de population, en termes de PIB. On a des perspectives assez inquiétantes de relégation qui vont mobiliser les uns et les autres à accepter ce discours de la puissance qui était un petit peu tabou il y a quelques années encore. On a aussi un contexte dans lequel on voit qu'il y a des réflexes protectionnistes de tous les côtés. La crise du Covid l'a très bien montré, puisque à l'échelle globale, c'était un peu le chacun pour soi, et il n'y a que l'Union européenne qui a essayé de se distinguer en serrant les rangs face à la pandémie. Et donc, ces réflexes protectionnistes, qui ont été aussi très bien illustrés par l'attitude de Donald Trump, remettent en cause l'idée d'une régulation de la planète par des institutions multilatérales. On a enfin l'isolationnisme des États-Unis qui vient vraiment bousculer un petit peu l'ordre des choses, la possibilité d'un monde géré par les institutions multilatérales, et aussi vient faire peser une ombre assez inquiétante sur la sécurité de l'Europe. Plus fondamentalement, le projet européen est confronté à une crise des valeurs occidentales, une crise des valeurs européennes qui ne peuvent plus prétendre à l'universalité comme on voulait le faire, ou le croire dans les années 60, 70, 80, 90, l'idée de Fukuyama que voilà, ces valeurs allaient s'imposer comme une espèce de modèle unique. Et on a des valeurs qui aujourd'hui sont contestées dans de nombreuses régions du monde, notamment au sein de ce qu'on appelle les États-civilisations, qui revendiquent une autre approche des choses, et des valeurs qui maintenant sont contestées au sein même de l'Union européenne, puisqu'on a un certain nombre de leaders nationaux qui vont aller critiquer cette espèce d'approche postmoderne qui est promue par la Commission européenne et les institutions européennes. Alors, cette situation de transformation du monde international depuis une dizaine d'années a engendré un nouveau discours sur la souveraineté de l'Union européenne, sur la puissance de l'Union européenne, sur l'autonomie stratégique de l'Union européenne, tout un vocabulaire qui n'existait absolument pas il y a encore 5 ans. Alors, les scientifiques parlaient de ça, un certain nombre de chercheurs, d'essayistes, mais on ne voyait pas un président français qui exerçait la présidence du Conseil, une présidente de la Commission européenne, une présidente du Parlement européen, parler de ces notions, tout simplement parce que ces notions de souveraineté, de puissance, d'autonomie stratégique sont un peu à rebours du projet d'intégration européenne qui s'est fait par défaut dans le refus explicite de toute revendication de la souveraineté. Ça a été un peu la conclusion du grand sommet de La Haye en 1948, où il est apparu clairement qu'on n'arriverait pas à construire l'intégration européenne sur un mode proprement politique en faisant référence à cette notion de souveraineté. Néanmoins, la question de la souveraineté, la question de la puissance est revenue dans le débat, et je dirais en 4 étapes. Tout d'abord, dans le champ strictement scientifique, on a un certain nombre de gens, comme par exemple Johan Galtung dès les années 70, qui décrivent la communauté européenne comme une superpuissance en devenir. Et on a eu ensuite un certain nombre de chercheurs, de politistes, d'internationalistes qui ont été théorisés l'idée de l'Union européenne comme puissance civile, comme pouvoir normatif. Ensuite, la communauté européenne a été présentée d'une manière plus générale comme un nouveau type d'entité, une nouvelle forme politique, exerçant un nouveau type de pouvoir, certes étranger au concept classique de conflit, de force, de coercition, mais qui néanmoins était doté d'une certaine puissance. Deuxième aspect de ce retour de la question de la puissance et de la souveraineté dans la réflexion sur l'Union européenne, je dirais c'est aussi une conséquence du processus de politisation que l'Union européenne a connu depuis, disons, 1979, première élection du Parlement européen au suffrage universel direct. L'Union européenne s'affirme progressivement comme une polité, comme quelque chose de politique, ce qui permet de penser sa souveraineté. À partir du moment où il y a une sorte de peuple européen, au moins pour ce qui concerne les élections européennes, on est en droit de penser sa souveraineté. Troisième étape, c'est le traité de Maastricht, qui en 1993 vient formaliser l'existence de cette polité européenne en parlant d'une citoyenneté européenne et en politisant le jeu du fonctionnement de l'Union européenne, et surtout qui vient énoncer une politique étrangère et de sécurité commune. Alors, on peut en discuter, elle peut prêter à sourire, mais néanmoins, le simple fait que l'Union se soit dotée à cette époque-là d'outils pour mener cette politique montre qu'il y a une réflexion sur la souveraineté, sur la puissance.
Quatrième étape, elle est beaucoup plus récente, c'est ce qui s'est passé, on va dire, ces 5 dernières années. Un discours sur la souveraineté de l'Union qui devient distinct, pas simplement dans les milieux académiques, mais aussi du côté des responsables politiques, un sentiment d'urgence qui se fait jour et qui contraint les plus réticents face à cette notion de puissance et de souveraineté à en accepter l'idée. C'est l'isolationnisme de Trump, c'est les discussions actuelles sur l'Ukraine qui très paradoxalement se font entre les Russes et les Américains sans présence des Européens, et tout le monde qui s'accorde à dire que ce n'est peut-être pas tout à fait normal ou approprié. On a des opinions publiques aussi qui s'ouvrent à un concept qu'elles rejetaient auparavant, concept qui a été rejeté historiquement en raison du rôle très central encore des États-nations dans la conduite des politiques de souveraineté, mais là on voit que les opinions évoluent aussi sur ce terrain-là, et donc on a des dirigeants politiques européens qui aujourd'hui, dans les réunions du Conseil européen, viennent porter cette réflexion sur la possibilité d'une souveraineté, d'une puissance pour l'Union européenne, et c'est le rôle d'Emmanuel Macron, on l'a très bien vu ce matin. Dernier point, quelle souveraineté pour l'Union? À quoi est-ce que tout ça peut donc rimer? Un certain nombre d'éléments ici de réflexion. Il y a d'abord cette histoire d'Europe géopolitique ou de conception de commission géopolitique. Et là, il y a un vrai hiatus, parce que la géopolitique ou la pensée géopolitique, c'est la prétention à contrôler un territoire, et cette prétention à contrôler un territoire est fondamentalement en contradiction avec ce qu'est l'intégration européenne, la nature humaniste et pacifiste du projet européen, la croyance en la possibilité de relations de coopération pacifique entre les États, le refuser de toute visée impérialiste, compte tenu notamment du passé colonial d'un certain nombre d'États membres, et l'attachement très fort au multilatéralisme. Deuxième point, si on veut clarifier un peu cette affirmation de la souveraineté ou de la puissance de l'Union européenne, il faut répondre à un certain nombre de questions. Quelle est la place de l'Union à l'échelle mondiale entre les États-Unis, la Chine et la Russie? Est-ce qu'on est à égalité avec ces trois-là? Est-ce qu'on est ami avec l'un des trois ou plusieurs des trois? Deuxièmement, il faut acter d'un échec. L'Union européenne n'a pas été capable de façonner le monde selon ses propres valeurs de coopération pacifique, de multilatéralisme, de paix, de démocratie, etc. C'est d'une certaine manière l'échec de la stratégie de la puissance civile de l'Union européenne qui aurait réussi à imposer sa vision du monde par la coopération, par le commerce, par l'aide et par le prosélytisme de ses propres valeurs. Et la Commission européenne se retrouve donc contrainte d'embrasser l'idée de pouvoir et l'idée de souveraineté, des idées qu'elle a longtemps considérées comme un obstacle même à l'intégration européenne, puisque la Commission pensait que l'intégration européenne, ça devait se faire dans le refus du pouvoir et le déclin des souverainetés nationales, et que même à l'échelle plus globale, on allait vers un monde régi par le libre-échange, le multilatéralisme, et on l'a très bien vu dans la manière forcenée dont la Commission européenne a négocié des accords de libre-échange à l'échelle globale pour essayer de poursuivre un petit peu cet objectif. Donc voilà, on en est à un point maintenant où il y a une sorte de consensus sur la nécessité d'une politique de puissance européenne. Il reste à lui donner un contenu, et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron est capable de donner un contenu à cette politique de puissance européenne? Merci. Merci beaucoup, Olivier, pour ce panorama qui montre d'où vient en quelque sorte à la fois ce thème de la souveraineté européenne, ses racines anciennes et puis ses habits nouveaux avec ce registre du retour de la puissance, l'Union européenne qui parle le langage de la puissance. On pourra parler dans le débat sur l'influence évidemment du président Macron, gaulliste ou certains diraient delorien, mais je passe tout de suite la parole à Amandine Crespi qui va interroger elle aussi ce concept dans une perspective peut-être plus vaste. Bonsoir à toutes et à tous, et un grand merci Michel pour l'invitation à participer à cette belle série de webinaires. Et je suis d'autant plus heureuse de prendre part à cette discussion que la présidence française et le discours macronien sur l'Europe souveraine m'interpellent particulièrement. Alors, qu'est-ce que peut bien signifier cette idée, la souveraineté européenne? Qu'est-ce qui se cache là derrière? De prime abord, ça peut sembler assez courageux politiquement d'affirmer cette idée,
dans un contexte où on relève plus souvent que c'est l'euroscepticisme qui domine, particulièrement en France, en tout cas que, et là, je ne sais pas si j'adhère tout à fait à l'idée qu'il y a un consensus. Je crois que c'est quand même, ça reste assez polarisant. L'Europe, particulièrement en France, mais aussi ailleurs dans d'autres pays. Donc voilà, politiquement, interrogation, mais intellectuellement, surtout, c'est également très intriguant, cette affirmation de la souveraineté européenne. Alors, pour nourrir notre discussion aujourd'hui, je vais essayer d'avancer 3 arguments. Le premier argument, le discours macronien de la souveraineté européenne n'a qu'un lien finalement assez ténu avec les défis qui sont liés à la souveraineté et auxquels l'Union européenne doit aujourd'hui faire face, ou en tout cas faire face depuis un certain temps. Deuxième argument, les propositions politiques derrière l'agenda macronien et derrière la présidence française, en réalité, ne marquent pas un grand tournant politique ou ni même une innovation intellectuelle, mais au contraire montrent une grande continuité avec des préférences traditionnelles, des préférences historiques de la France en Europe. Donc ici, je ferai écho à ce que disait Olivier en prélude à son intervention. Et troisième argument, finalement, à travers le thème de la souveraineté européenne, le président français et la présidence qui s'annonce témoignent d'un prisme régalien très très fort, d'un agenda focalisé en très très grande partie sur la question de la sécurité à la fois intérieure et extérieure. Alors je vais essayer de revenir dans le temps qui m'est imparti sur chacun de ces arguments pour les étoffer un tout petit peu, mais n'hésitez pas à me le dire si je suis trop bavarde. Alors d'abord, la vision macronienne ne répond pas, selon moi, réellement aux défis de la souveraineté ou des différents défis que pose la question de souveraineté en Europe. Depuis 2019, je travaille avec mes collègues de l'ULB, Ramona Coman et Nathalie Brack, ainsi qu'avec Chris Bickerton à Cambridge, sur la question des conflits de souveraineté dans l'Union européenne. Finalement, notre programme de recherche partait du constat que les questions de souveraineté génèrent plus de conflits, plus de divisions en Europe, plutôt que de l'appartenance, pour reprendre le troisième terme du triptyque relance, puissance, appartenance, du triptyque de la présidence française. Alors évidemment, on peut penser aux conflits traditionnels qui opposent généralement de manière verticale d'une part les États qui sont assez jaloux de leurs prérogatives, à l'Union européenne qui tenterait progressivement d'étendre le domaine de ses prérogatives. Mais nous nous sommes particulièrement penchés sur des conflits peut-être un peu plus nouveaux, en tout cas plus horizontaux, puisqu'ils s'expriment dans différentes arènes et qui sont essentiellement de 3 types, c'est-à-dire les conflits de principe, finalement, qui est le souverain. Alors, historiquement, il y a une interrogation sur est-ce que le souverain, c'est Dieu, est-ce que le souverain, c'est le roi ou c'est le peuple. Donc aujourd'hui, la notion de souveraineté, en tout cas la composante populaire, n'est plus tellement contestée. Et du coup, les conflits sont plus présents sur les questions institutionnelles. Donc, comment est-ce que le souverain agit, comment est-ce qu'il est représenté, quels sont les arrangements institutionnels liés au système démocratique, aux checks and balances, et on voit que à travers la question de l'état de droit, en Europe centrale et orientale en particulier, se sont développés des conflits entre les parlements, les exécutifs ou les cours constitutionnels qui tous se prétendent représenter ou en tout cas être les garants de la volonté populaire et de l'ordre démocratique. Et puis il y a des conflits aussi territoriaux sur la délimitation des peuples, où se trouve le peuple, où sont les frontières du peuple. Et là, on voit qu'à travers les conflits régionaux, en Catalogne, en Écosse, là aussi, il y a contestation. Donc, sur cette toile de fond, et de manière très, très résumée, le problème auquel fait face l'Union européenne, il est double. D'une part, il y a un constat assez largement partagé, me semble-t-il, sur l'idée que l'intégration européenne a considérablement renforcé les exécutifs, que lorsqu'on parle de souveraineté, finalement,
à Bruxelles ou ailleurs, on pense souvent aux États, tandis que les parlements se sont trouvés affaiblis et que surtout la composante populaire de la souveraineté elle-même s'est trouvée affaiblie dans le sens où on cherche encore comment faire participer de manière multiniveau, de manière transnationale les citoyens, mais de manière effective, avec un réel impact, pas uniquement à travers des conférences et des exercices de délibération. Et on voit que, par exemple, sur une idée qui peut paraître relativement simple, comme celle du référendum européen, il y a encore des blocages. Donc, il y a une vraie aporie sur l'idée que si c'est important en démocratie de garder à l'esprit que le souverain, finalement, c'est le peuple, eh bien, il n'y a toujours pas de souverain européen. En tout cas, il y a de multiples peuples, de multiples souverains dont on ne sait pas très bien comment les garder souverains tous ensemble. Et du coup, on voit qu'il y a un retour de bâton politique avec la montée en puissance des forces populistes qui se réclament du peuple et qui pointent du doigt le problème de légitimité de l'Union européenne. Et donc, par rapport à tout cela, eh bien, ce discours macronien de la souveraineté et les propositions avancées par la France ne répondent pas à ces problèmes. On voit très, très peu de propositions de réforme sur le volet démocratique ou institutionnel. Elles ne sont pas affirmées ou elles ne sont pas de grande ampleur. Donc, quand on parcourt le programme de la présidence française, on trouve un engagement où, à travers les discours d'Emmanuel Macron, des évocations de la conférence sur l'avenir de l'Europe, un engagement que je trouve personnellement assez timide, assez frileux, à suivre les recommandations qui pourraient émaner de cette conférence et qui reste assez vague à ce stade. La porte semble rester ouverte à la révision des traités en suivant le nouveau gouvernement allemand, mais là encore, il n'y a pas vraiment de propositions spécifiques. Et puis, on a une ou deux pages qui concernent les questions démocratiques et j'y reviendrai. Et notamment, en termes de propositions concrètes, la présidence française propose d'améliorer le cadre législatif sur les élections européennes et de réviser le financement des partis et les publicités en ligne. Donc, on voit qu'on est vraiment sur des petites choses à la marge. Et si on repense au discours de 2017, au discours de la Sorbonne, dans lequel on pouvait déceler chez Emmanuel Macron une ambition presque fédéraliste, où il parlait de renforcement du Parlement européen, où il parlait surtout de démocratisation de la zone euro, etc. Donc tout cela a complètement disparu. Alors, deuxième point que je voulais avancer ce soir, le programme et le discours qui l'accompagne de cette présidence française sont beaucoup plus typiquement français que quelque part spécifiquement macronien. Donc, lorsqu'on regarde de plus près relance, puissance, appartenance, finalement, c'est une énième reformulation, une sorte de repackaging, pour employer un anglicisme, d'une vision française qui s'est exprimée de manière vraiment constante dans le temps. Et donc, j'ai fait un petit exercice qui m'a un petit peu amusée et c'est peut-être un petit peu vicieux, mais donc je suis allée voir les priorités des présidences françaises de 2008 sous Nicolas Sarkozy et de la présidence française sous Jacques Chirac en 2000. Donc, Sarkozy en 2008, on a 4 priorités, l'énergie et le développement durable, relance, et le nouveau modèle de croissance avancé par Emmanuel Macron. Deuxième priorité, l'immigration et les frontières, de nouveau, puissance. La défense européenne, de nouveau, on se retrouve ici dans le thème de la puissance. Et puis, il y avait la réforme de la politique agricole commune qui n'est plus à l'agenda. En 2000, sous Jacques Chirac, la présidence française avançait 3 composantes essentielles de son programme. Premièrement, la modernisation économique et le renforcement du modèle social européen. D'une certaine manière, de nouveau, économie relance. Une Europe plus proche des citoyens, appartenance. Et troisième priorité, l'élargissement de l'Union et renforcer la place de l'Europe dans le monde. Déjà, le même thème qui court, celui de la puissance. Donc, on voit que l'ordre des priorités et les inflexions changent en fonction du contexte, mais finalement, ce sont toujours un peu les mêmes ingrédients. La modernisation économique, avec un volet social
par exemple, empêcher le dumping social. Maintenant, c'est la directive sur les salaires minimums. Donc ça, c'est l'engagement traditionnel de la France pour l'Europe sociale. La question de la légitimité, la démocratie du rapport aux citoyens, et puis l'affirmation de l'Europe comme un acteur de poids sur la scène globale. Et donc, finalement, cela me mène à mon troisième argument. Loin d'une réarticulation de la souveraineté à l'échelle européenne, dans un sens qui permettrait en fait de clarifier la relation entre les gouvernés et les gouvernants, donc c'est ça la souveraineté, hein, si on prend une définition relationnelle, loin d'une clarification qui pourrait apporter une réponse à ce trou noir qui, à mon avis, demeure de manière conceptuelle et politique sur vraiment la question de qui est le souverain en Europe et le locus de la souveraineté, dans une union qui se dit être à la fois une union d'États, mais aussi une union de citoyens. Donc ça appelle un petit peu l'agenda des théoriciens du politique qui ont avancé la notion de démoïcratie. Donc, on est très, très loin de tout ça. Et c'est frappant, en fait, de voir que cette idée de souveraineté, elle est construite, elle est envisagée essentiellement à travers le prisme de la puissance. Finalement, c'est ce volet-là qui phagocyte les autres, à travers le prisme de l'État, de la mise en commun de prérogatives et d'attributs régaliens liés à la sécurité, voire à la sécurisation interne et externe. Si on voulait être un peu polémique et pousser le bouchon, on pourrait dire que c'est quelque part un peu making friends great again, à travers cette projection de puissance, encore une fois très traditionnelle, une projection de la puissance perdue de la France à travers l'Europe. Donc, les trois thèmes, en fait, qui sont vraiment mis en exergue dans les discours par Emmanuel Macron, qui sont constitutifs de cette souveraineté européenne, c'est d'abord, et c'est ce qu'il a évoqué en premier dans son discours du mois de décembre pour présenter la présidence, c'est le renforcement de l'espace Schengen, la sécurisation des frontières intérieures, une révision de la gouvernance de l'espace Schengen, le renforcement des contrôles aux frontières, la maîtrise des flux migratoires. Le deuxième composante classique, c'est l'intégration de la politique de défense et de sécurité et le renforcement de l'autonomie vis-à-vis de l'OTAN, donc un thème tout à fait gaullien, comme l'a souligné Olivier. Et troisième élément, la maîtrise par l'Union européenne de son voisinage, avec un accent mis sur l'Afrique, là encore, thème typiquement français, et les Balkans. Donc là, il y a évidemment un débat qui n'est pas consensuel sur l'idée de savoir si les Balkans doivent rester dans le voisinage ou au contraire entrer dans l'Union. En contraste à ce volet sécurité, ce volet puissance très développé, le volet appartenance, les questions de démocratie et de culture me semblent non seulement atrophiées, mais en réalité phagocytées par le prisme sécuritaire. Alors, au-delà de quelques propositions concernant la culture, on voit que la question démocratique, elle est elle-même en partie envisagée à partir d'un angle défensif et sécuritaire. Donc, il y a en réalité dans les 75 pages du programme de la présidence française, il y a 2 pages consacrées, l'une à la démocratie et l'autre à l'état de droit. Sur la page consacrée à la démocratie, une demi-page est en réalité consacrée à la lutte contre les menaces hybrides et la sécurisation des systèmes d'information face aux manipulations. Donc, voilà, je ne suis pas en train de dire que les attaques sur les systèmes d'information et la manipulation de l'information ne sont pas des thèmes importants, mais quand on peut réfléchir à l'ampleur des problèmes de démocratie et de légitimité dans l'Union européenne, ce ne sont pas forcément les questions qui apparaissent complètement prioritaires. Et puis, sur la question de l'état de droit, donc là, très clairement, la France affirme
qu'elle soutiendra, qu'elle encouragera la Commission européenne à utiliser tous les mécanismes à disposition pour sanctionner les violations de l'état de droit et donc en particulier ce mécanisme de conditionnalité qui lie le respect de l'état de droit à la distribution des fonds européens émanant non seulement du budget mais aussi du paquet de relance. Donc, pour conclure, je dirais que cet agenda de souveraineté européenne revendiqué par l'Élysée, finalement, il reprend des ingrédients assez typiques d'une présidence française, avec une préoccupation majeure qui est la projection de puissance à la fois de la France et aussi de l'Union européenne, en actionnant des leviers essentiellement régaliens de sécurité intérieure et extérieure. Et cet agenda, à mon sens, laisse les questions démocratiques, institutionnelles, qui sont liées à la souveraineté en suspens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amandine, pour cette vision très complémentaire de celle d'Olivier et puis des éléments donc, de continuité plutôt, et puis cette aporie de la souveraineté européenne qui nous rappelle évidemment que l'Union européenne n'a pas la compétence de la compétence, mais on va revenir justement avec Luc sur ce slogan de la présidence relance, puissance, appartenance. Je souhaite simplement rappeler avant que la présidence d'ailleurs a repris ce slogan au programme de travail 2021 de l'Institut Jacques Delors. Donc, quels sont les liens justement entre puissance et appartenance? La parole est à Luc. Voilà. Merci Michel de cette invitation de participer à ce beau webinaire et merci à mes deux co-panélistes d'avoir dressé déjà un paysage et mis beaucoup de questions très, très stimulantes sur la table. Évidemment, le risque de parler en troisième, c'est qu'on a déjà envie de réagir sur beaucoup de points qui ont été abordés. Je me contenterai juste de 3 points à cet égard, disons, dans les préliminaires. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de fond d'Olivier sur que tout cet agenda de souveraineté ou de géopolitique, je vais revenir sur les termes, est en principe complètement à rebours de tout ce qu'a été l'Union européenne depuis ses origines. Donc, c'est compliqué, c'est difficile. Il n'y a pas la pensée, il n'y a pas l'ADN, etc. Je suis aussi d'accord avec tous les deux qu'il y a eu la France qui a continué à porter cette voix dans le discours européen tout au long de l'histoire de l'intégration européenne, d'une pensée de puissance qui accompagne le droit et le marché. Et en effet, ça remonte à De Gaulle et il y a une continuité jusqu'au président Macron. Troisième point, je pense, comme les deux autres, qu'il y a quand même, et comme Olivier avant tout, il y a quand même une rupture, une césure, disons, je mettrais 2016 pour faire bref, et où cette pensée de souveraineté, de puissance, etc., les autres États membres en ressentent aussi le besoin, comme jamais auparavant. Donc, moi, je suis néerlandais, même si je vis à Bruxelles. On a pu écrire dans The Economist que même les Néerlandais deviennent plus French, dans le sens que même aux Pays-Bas, on commence maintenant à réfléchir sur les sujets européens, non plus uniquement en termes de liberté, de droit, de commerce, mais aussi en termes de protection de frontières, de souveraineté, etc. Et donc là, ça veut dire que voilà, cette voie française, les autres la cherchent aujourd'hui. Et je pense que le président Macron l'a très bien ressenti. Je pense, et à cet égard, juste pour finir là-dessus, je pense que l'agenda, c'est plus que Making France Great Again. Et ce n'est pas De Gaulle 2.0, parce que pour moi, Macron est le président français, peut-être le premier, qui a compris que cette idée où l'Europe n'est qu'un levier de la puissance française, comme le voulait De Gaulle, que ça ne fonctionne plus, que l'Union est trop grande, etc., et qu'il faut le faire ensemble. Bien sûr,
bon, Mitterrand, ce serait un peu à mi-chemin pour moi entre De Gaulle et Macron à cet égard. Voilà. Ça, c'est des petites premières réactions pour ouvrir. Ensuite, comme Michel a annoncé, je dirais bien quelques mots sur les deux termes de la triptyque, de cette présidence, relance, puissance, appartenance, et sur les deux derniers, puissance et appartenance et leur lien. Première remarque sur puissance et qui me permet un petit point de recadrage et de rouage. Aujourd'hui, nous vivons un moment de tension particulière aux frontières orientales de l'Union européenne, entre la Russie et l'Ukraine. Si on compare ce qu'a vécu le président Sarkozy en 2008, qui lui exerçait aussi la présidence de l'Union européenne à un moment de grande tension entre la Russie et la Géorgie, je parle de la guerre du Caucase de l'été 2008, Sarkozy, on se souvient de lui, il a pris le premier avion pour Moscou, Tbilissi, est allé négocier un cessez-le-feu. Après, il a un deuxième voyage, il a pris, je crois, Solana dans ses bagages, etc. Il a joué sur le drapeau français et européen, etc. Aujourd'hui, et là, je reviens donc sur un point qu'a justement souligné Michel au tout début, la France n'exerce que la présidence du Conseil des ministres, institution législative, n'exerce plus la présidence du Conseil européen. Confusion en effet entretenue à volonté parce qu'on ne se rendrait pas compte tant le président français est visible partout ici à Bruxelles, en France, etc. Mais il n'y aura donc pas de sommet présidé par lui, même s'il y a un sommet Union-Afrique que la France a souhaité et qu'il y a aussi un sommet informel à Paris autour du 10 mars, je pense, sur les questions économiques. Un petit point ou quelques points sur l'agenda, un peu plus strictement, prosaïquement, sur ces deux points, puissance et appartenance. Je pense que sur le volet puissance, à part ce sommet UE-Afrique, et l'ambition la plus importante, c'est de conclure la discussion sur la dite boussole stratégique. Bon, le terme exprime très bien de quoi il s'agit. Ce sont les ministres des Affaires étrangères, de la Défense et ensuite les chefs d'État ou de gouvernement au mois de mars qui doivent se mettre d'accord sur un document qui définit mieux qu'est-ce que nous partageons en tant qu'Européens, quels sont nos intérêts, comment nous définissons-nous par rapport à nos partenaires et nos rivaux dans le monde. Donc ça sera une discussion qui dure depuis 1 an et demi, conclue lors de cette présidence. Le volet appartenance, tout à fait d'accord avec Amandine que dans les deux sous-rubriques, la démocratie et identité, la démocratie est peut-être a été mal lotie, mais dans le domaine appartenance, dans le sens anglais de belonging ou identité, il y a des initiatives macroniennes, je dirais, peut-être plus que françaises, très, très marquées, je pense, par le président lui-même, et notamment deux choses qui frappent, ou peut-être 3. Il y a le souhait d'avoir un événement autour des universités européennes qui est dans la suite du discours de la Sorbonne du président. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'universités européennes et le président veut les réunir. Ensuite, il y a assez fascinant, c'est encore très ouvert, je pense, mais un travail sur l'histoire que le président Macron a annoncé. Je ne sais pas s'il a parlé aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de suivre, mais en tout cas, lors de la présentation de la présidence, un travail, est-ce que j'ai le texte ici?
un grand travail sur l'histoire de l'Europe dans un cadre historiographique indépendant. En juin prochain, et ça va associer un comité scientifique indépendant. Donc, quand même, le souhait de définir un passé commun. Hein. C'est évidemment très délicat, d'où la précision que tout cela a lieu strictement scientifique, etc. Mais c'est quand même une ambition dans le domaine de l'appartenance, tout comme, dernière initiative, l'idée d'avoir une académie d'Europe. Là encore, c'est peut-être pas encore très clair quelle forme ça prendra, mais ça traduit en tout cas le désir d'inclure ou d'associer plus librement, plus ouvertement le monde intellectuel au projet européen. Le monde intellectuel, le monde des historiens, écrivains, artistes, cinéastes, etc., qui peut-être, au fur et à mesure des décennies d'une intégration européenne très technocratique, bureaucratique, etc., désespéré du projet européen. Et je crois, et là, je suis plutôt favorable à cet effort français et macronien de rouvrir et d'essayer de reconnecter et d'ouvrir le discours aussi à ce monde. Ce monde donc des intellectuels au sens large. Alors, maintenant, plus sur le fond. Hein, je pense que le président Macron, lors de cette présidence, veut donner une impulsion à l'idée non seulement qu'il faut avancer sur le plan de la puissance et l'appartenance, mais aussi qu'il y a un lien entre les deux. Amandine en a parlé aussi, mais c'est quand même l'idée derrière qu'il n'y a pas au fond de puissance sans appartenance, ou qu'il n'y a pas, pour prendre deux autres termes, pas de souveraineté, d'exercice de souveraineté sans récit. Et pour ma part, je pense que ce lien intime entre pouvoir et récit, on le voit mieux si on prend non pas le terme souveraineté, mais plutôt géopolitique comme point de départ. Géopolitique, c'est ça qui est un concept, disons, un peu plus large, où il y a pour moi politique de puissance. Toute géopolitique est une politique de puissance, c'est-à-dire où il y a une reconnaissance du pouvoir comme instrument et pas uniquement du droit ou du marché, etc., dans ce qu'on veut obtenir. Deuxième point, il y a évidemment le préfixe géo, il y a un sens de l'espace, du territoire, qui n'est pas universel, mais qui est particulier. Et troisième point, pour moi, il y a aussi, à part la dimension spatiale, il y a la dimension temporelle. Il y a, dans la géopolitique, il y a la dimension de l'histoire et du récit, dans le sens qu'un acteur géopolitique qui veut agir au nom vis-à-vis de ses rivaux dans le monde, il doit pouvoir parler au nom d'une certaine communauté ou les gens qui vivent sur tel ou tel territoire. Évidemment, c'est très, très, très compliqué pour les Européens pour beaucoup de raisons dont Amandine en a mentionné un certain nombre. Mais on n'y échappe pas, je pense. Et toutes les grandes puissances le font, que ce soit le président Poutine, le président Xi Jinping, mais aussi tout président américain. Quand il parle de l'Amérique, il mobilise en même temps toute une histoire des États-Unis. Il parle de nous, les Américains. Et bien sûr, je sais que quand on s'avance sur ce terrain, surtout entre universitaires, on peut très vite crier à la propagande politique du moment qu'on veut construire un récit
qui implique une idée d'une histoire, par exemple une histoire de l'Europe où on suit le raisonnement et 2 phrases plus loin, on est en plein clash des civilisations, etc. Il n'empêche, je crois qu'il est important d'avoir ce débat, de ne pas laisser le champ libre en tant qu'Européens à nos seuls adversaires, parce que les Russes, ils savent très bien qui nous sommes, une bande de décadents, les Chinois le savent aussi très bien, des vassalisés des Américains, etc. Je peux mentionner d'autres exemples. Et donc, cette idée qu'on voit donc en filigrane, si je peux dire, dans le programme de la présidence, dans ces 2 thèmes, puissance et appartenance, qui a un lien entre les deux, il faut avancer sur les deux. Ça me paraît très important et prometteur à ce moment précis de l'intégration européenne, pour finir, étant donné encore une fois, et comme l'a dit au tout début Olivier, que ce contexte est là et que le monde et les conditions extrêmement favorables où l'intégration européenne a pu se développer depuis les années 1950, en gros sous la domination américaine, sous le parapluie américain, que ce monde-là est en train de s'évanouir, disparaître assez rapidement dans un certain nombre de chocs, et que le désir des Européens d'être un petit peu mieux munis, armés. Je suis désolé, Amandine, d'un discours qui peut très vite avoir, bien sûr, des connotations sécuritaires, mais le monde, il a changé, à mon avis. Et donc, il y a des besoins différents dans un monde qui a un niveau historique que dans un monde que nous avons cru et que nous avons aimé et apprécié post-historique. Et donc, encore une fois, et pour finir, Michel, c'est dans ce moment précis, je pense, que la présidence française s'inscrit, qu'elle peut apporter quelques impulsions précises tout en comment dire, relativisant aussi l'importance de ces seuls 6 mois. Étant donné la place relativement limitée dans les rouages techniques qu'occupe une présidence. Et ce qu'on voit aujourd'hui, et dans des jours comme aujourd'hui, c'est la place relativement beaucoup plus grande qu'elle peut occuper sur le plan symbolique et de la visibilité. Voilà, merci, et je me réjouis de l'échange imminent avec vous et avec nos auditeurs et spectateurs. Merci beaucoup, Luc, pour ce propos très complémentaire. On va pouvoir maintenant engager la discussion puisque nous avons 80 spectateurs. Donc, je vais relayer les premières questions. Je vous invite à utiliser la fonctionnalité QR pour cela et je vais redonner la parole à nos intervenants. Avant, je voulais simplement rebondir sur ce que dit Luc à l'instant, puisqu'il vient de faire référence à des initiatives en matière d'appartenance. Donc, on en sait un tout petit peu plus sur les 2 initiatives qu'il a citées, puisque Clément Beaune vient de les préciser dans Le Monde daté de demain. La création d'un comité d'historiens indépendants d'ici le mois de juin sur un travail sur nos histoires d'Europe, nos conflits autour des convergences qui traversent les siècles, je cite, et l'Académie d'Europe, qui réunirait les intellectuels de tous les pays et qui pourrait éclairer les débats éthiques, le rapport aux libertés, proposer des actions et des projets culturels. Voilà, on en sait un tout petit peu plus, même si ça reste évidemment très fragmentaire pour l'instant. Deuxième remarque, par rapport à tout ce qui a été dit, c'est vrai qu'il est intéressant dans le cadre de l'exercice présidentiel de comparer le programme de la présidence française qu'on a beaucoup cité avec le programme qui est beaucoup plus classique du trio de présidence avec la République tchèque et la Suède, qui a été annoncé le 10 décembre dernier. Et troisième élément pour attirer l'attention de nos auditeurs, ceux qui souhaiteraient
en savoir plus sur les relations que Luc vient de citer entre le Conseil et le Conseil européen, je me permets de signaler un témoignage que nous avons réalisé récemment sur les réages du Conseil et du Conseil européen, où nous avons eu l'occasion d'interroger Jim Clouse et l'ambassadeur Pierre Vimont dans un numéro de la revue française d'administration publique qui paraîtra dans les jours qui viennent, dirigé par Didier Gerbeklis sur le champ administratif européen. Voilà, donc nous allons entamer la discussion. Nous avons déjà 4 questions. La première porte sur la question de l'ambition d'une défense européenne. Un de nos participants vous demande, est-ce qu'il vous semble qu'elle a plutôt eu tendance à disparaître du programme de la présidence, alors qu'on avait pu penser au début que ça pourrait être un enjeu assez important de la présidence. Donc l'ambition en matière de défense européenne. Deuxième question, on va faire un premier tour groupé et ensuite je prendrai une deuxième salve de questions. Une question sur le lien entre souveraineté et dépendance. On nous demande qu'est-ce qu'être souverain et dépendant, dépendant en particulier en matière d'équipement, de technologie, d'énergie ou de médicaments. On voit bien à quoi cette question évidemment fait référence. Troisième question, quel effet d'entraînement vous semble possible des priorités typiquement françaises, comme l'a dit Amandine? Est-ce qu'il y a, selon vous, et si oui, lesquelles, une vraie marge de manœuvre d'entraînement de ces priorités françaises dans les mois qui viennent? Dernière question de cette première salve, quels sont les registres de la souveraineté selon vous? Est-ce qu'on peut les essayer de les préciser? Alors, dans la question, il est indiqué la notion de souveraineté nationale, étatique, populaire. Est-ce qu'on peut détailler des registres de la souveraineté? Voilà, évidemment, il y aura d'autres questions. Je vous invite à les poser dans la fonctionnalité QR. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous y répondiez dans l'ordre d'intervention en choisissant les questions et évidemment en pouvant réagir sur ce que chacun d'entre vous avait dit. Donc, on va reprendre par Olivier. Merci Michel, j'espère que ma connexion Internet va tenir. Très rapidement pour ma part, sur la question de Loïc Azoulay sur souveraineté et dépendance, évidemment, il y a quelque part quelque chose de paradoxal, mais moi je ne vois pas du tout la réflexion sur la souveraineté de l'Union européenne comme une réflexion sur un fait, j'y vois un agenda. C'est pas un ensemble de politiques, c'est un ensemble de programmes, un horizon d'action, un horizon de réflexion, et c'est précisément parce que l'Union européenne est dépendante que cette réflexion sur la souveraineté dans toutes ses composantes se fait jour. Pour ma part, on part vraiment, et Luc l'a bien dit, d'une situation où la souveraineté n'est pas quelque chose qui est dans l'ADN de l'Union européenne pour essayer de tendre vers une situation où on en récupérerait des bribes. Sur cette question de l'entraînement des objectifs de la présidence française, alors on a beaucoup moqué la liste de 25 points du programme de la présidence française en disant que tout ça était très, très ambitieux, très français, très lié aussi à la campagne électorale pour la présidence en France, mais on peut quand même voir qu'il y a toujours 3 temporalités dans une présidence du Conseil. 3 choses que la présidence peut faire. Elle peut boucler un certain nombre de dossiers qui sont quasiment mûrs, puisqu'un texte, ça prend 12 mois pour être élaboré par la Commission, entre 18 et 24 pour être adopté par le Conseil et le Parlement européen. Donc, en 6 mois, on ne peut pas à la fois lancer un texte et en obtenir l'adoption. On peut juste repérer un certain nombre de propositions qui sont quasiment mûres et pousser les feux sur ces propositions pour faire de sorte d'avoir la majorité requise au sein du Conseil et un accord avec le Parlement européen. C'est une partie de l'agenda de la présidence française. L'autre chose que la présidence peut faire, c'est inciter la Commission à inscrire toute une série de propositions à l'agenda pour faire avancer un certain nombre de politiques. Et il y a une troisième chose qu'une présidence peut faire, c'est lancer de grands débats. Et c'est ces débats-là qui vont éventuellement avoir un effet d'entraînement, avoir des perspectives de moyen et de long terme. Quand Emmanuel Macron parle de la relation entre l'Union européenne et l'Afrique, quand il parle de la nécessité de repenser les relations avec les Balkans, quand il parle, ou parle plus peut-être, de la question de la défense, il est évident que ce n'est pas pour obtenir des éléments de progrès immédiats, mais pour essayer d'alimenter une réflexion au sein de différentes institutions et organes de l'Union européenne pour avoir peut-être des résultats à un horizon 3 ans, 5 ans, 7 ans. Et c'est là qu'il peut y avoir un effet d'entraînement.
Alors encore une fois, il ne faut certainement pas surestimer la capacité d'une présidence à faire avancer ces dossiers, mais une chose est sûre, c'est que si la présidence ne prend pas ce type d'initiative, en l'état actuel des choses, personne ne le fait, parce que le Parlement européen n'est pas en situation de le faire, que la présidence de la Commission est quand même beaucoup dans la gestion des affaires courantes et des urgences dans une logique de réaction plus que d'action, et que le président du Conseil européen, politiquement, n'a pas la capacité de vraiment inscrire des choses à l'agenda. Donc, ce qui reste, c'est éventuellement une présidence semestrielle un peu ambitieuse qui va mettre l'accent à travers un sommet exceptionnel, à travers un certain nombre de déclarations sur un objectif particulier, avec des résultats à moyen et long terme qui sont relativement aléatoires. Amandine? Oui, merci. Je voudrais tout d'abord dire qu'évidemment, il y a une confusion sémantique. On l'a souligné à plusieurs reprises déjà dans la discussion. Donc là où Emmanuel Macron parle de souveraineté européenne, en réalité, on est beaucoup plus dans l'idée de l'autonomie stratégique, géopolitique, plus que de la souveraineté vraiment en tant que telle. Donc ça m'amène à la question sur la dépendance. Et là, c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a quelque part une difficulté intellectuelle dans les milieux européens, puisque historiquement, la trajectoire de l'intégration européenne, l'idée là derrière, c'est non pas d'être dépendant ou autonome, mais au contraire d'accroître les interdépendances à travers le marché et à travers le droit. Donc ça, c'est vraiment la dynamique, la matrice fondamentale de l'intégration européenne. Et même à l'international, un bon exemple, je trouve, c'est par exemple la question de la politique commerciale et du libre-échange. De nouveau, c'est l'idée qu'en signant des traités de libre-échange et en commerçant, et donc quelque part en accroissant les interdépendances, on va pouvoir garantir prospérité et diffusion de valeurs et de principes. Et donc là, c'est vrai qu'il y a un shift conceptuel vers l'idée qu'au contraire, il faudrait redevenir autonome. Et ça pose, je pense, d'un point de vue économique, beaucoup plus que d'un point de vue, ou en tout cas tout autant que du point de vue stratégique, des questions énormes. Et on l'a vu pendant la pandémie, effectivement, que sur un très, très grand nombre, mais aussi sur les questions climatique, sur un très très grand nombre de produits, on n'a absolument pas d'autonomie. Et cette question, elle est également soulevée de manière très très prégnante en matière agricole. La dépendance sur le plan de la production agricole et de l'importation de l'alimentation et en lien avec la question écologique, elle est vraiment cruciale. Deuxièmement, la question, pour en revenir à la souveraineté en tant que telle, donc il y a évidemment 10 000 façons différentes de définir la souveraineté, mais l'une des façons de la définir, c'est que c'est finalement une sorte de relation entre les gouvernants et les gouvernés qui repose sur une croyance partagée sur le lieu où réside l'autorité politique et la manière dont des institutions peuvent légitimement représenter le peuple et agir pour le peuple si on est d'accord sur le principe fondamental de la démocratie qui est que la volonté émane avant tout du peuple avant même d'émaner des États. Donc ici, la vraie difficulté, c'est qu'on a évolué avec la doctrine de la souveraineté partagée, mais que cette doctrine, elle est opérante uniquement pour les États, pour les appareils exécutifs qui effectivement délibèrent au Conseil européen de manière relativement efficace. Mais ça ne fonctionne pas pour les parlements et ça fonctionne encore moins pour les citoyens. Donc, ça me mène à ma troisième remarque en réponse à Luc. Évidemment qu'on peut créer quelque part de l'appartenance à travers une action tournée vers l'extérieur et vers la sécurité collective comme bien commun, quelque part.
Néanmoins, je pense qu'il y a également un risque à ne pas marcher sur deux jambes, c'est-à-dire cette appartenance et cette projection vers l'extérieur et cette garantie de sécurité vers l'extérieur, mais également la jambe démocratique, c'est que cette appartenance risque d'être constamment minée par des polarisations politiques fortes, par des remises en cause de la légitimité de l'Union et de ses institutions, tout simplement parce qu'un grand nombre de citoyens soit ignorent soit l'Union européenne, soit ils sont hostiles parce qu'ils ne comprennent pas comment ils peuvent, de manière individuelle ou via leurs représentants, avoir prise sur les décisions qui sont prises en leur nom à Bruxelles, Francfort, Luxembourg et ailleurs. Luc? Voilà, merci. Beaucoup de choses très justes ont déjà été dites par Amandine et Olivier, donc je ne vais pas les reprendre pour avoir plus de temps pour d'autres questions tout à l'heure. Peut-être juste un mot de précision pour ma part sur cette idée de dépendance et interdépendance. Je crois que c'est très juste ce qu'a dit Amandine, interdépendance était un objectif à la fois entre Européens et même dans le monde à travers le commerce. Mais le mouvement actuel, pour moi, il ne va pas vers d'interdépendance vers autarcie, ni dans l'esprit des Américains, ni dans l'esprit des Européens, ni dans l'esprit des Chinois d'ailleurs, mais il va vers une ouverture complète vers une réalisation de ces trois grands blocs économiques qui doivent être plus résilients. Je ne sais pas si on a un terme français pour ce mot à la mode en anglais, resilient. Et c'est juste, en effet, la pandémie qui a accéléré cette prise de conscience quasiment en même moment. C'est fascinant. Quand on prend le terme d'autonomie stratégique, qui aujourd'hui fait partie du discours officiel de l'Union européenne, puisqu'il a été adopté par les chefs d'État et de gouvernement lors du Conseil européen d'octobre 2020. Et il vient presque au même moment que Joe Biden, alors candidat à la présidence américaine, a fait l'analyse comparable sur l'état de l'économie américaine par rapport aux vulnérabilités dans le domaine médical, pharmaceutique, mais plus large aussi, semi-conducteurs, énergie, tout y était déjà dans un discours de campagne de Biden. De même, je ne vais pas insister là-dessus, mais le président chinois Xi Jinping, il a fait une analyse plus ou moins comparable dès le mois de mai 2020 sous le thème de circulation duale. Donc, les trois grands blocs font cette analyse et donc, le concept autonomie stratégique, à cet égard, ce n'est pas uniquement une lubie ou un hobby français, c'est aussi quelque chose qui s'inscrit dans un mouvement global ou mondial plutôt pandémique et post-pandémique. Je m'arrête là parce qu'il y a sans doute beaucoup de choses à dire et il ne nous reste que 20 minutes. Merci beaucoup. Donc, on va entamer un deuxième ensemble de questions. Je vais les prendre dans l'ordre. La première, c'est sur le lien entre souveraineté. Est-ce que la souveraineté européenne n'implique-t-elle pas une vision commune des menaces? En particulier, l'exemple qui est donné, c'est la solitude stratégique de la France dans l'affaire des sous-marins. Donc, le lien entre souveraineté et vision commune des menaces. Une question également sur l'Académie d'Europe. Comment pourrait s'organiser ce projet? Est-ce qu'il s'agit d'une opération de communication? Comment vous voyez éventuellement cette proposition qui pourrait rassembler des intellectuels? Si oui, éventuellement lesquels? Le lien entre souveraineté européenne et souveraineté numérique, quel lien vous faites? L'enjeu de la souveraineté numérique. Et j'ajoute une quatrième question plus personnelle. Est-ce que la souveraineté européenne, ce n'est pas exercer des compétences qui ne s'exercent plus à l'échelle nationale? Autrement dit, est-ce qu'au niveau d'un certain nombre de compétences qui sont difficiles à exercer à l'échelle nationale, est-ce que la souveraineté européenne n'est pas une façon de recouvrer des souverainetés éventuellement perdues à l'échelle nationale? On va reprendre peut-être le même ordre en commençant donc par Olivier.
Oui, merci Michel. Juste très rapidement, sur la vision commune des menaces, je pense que c'est la clé. Il est évident que l'affirmation d'une souveraineté, ou disons d'une politique de puissance de l'Union européenne, est fortement limitée par deux choses. D'abord, par les rapports très différenciés que les 27 ont aux autres puissances. Chine, Russie, États-Unis. On voit bien, on a des pays pro-russes, on a des pays anti-russes obsessionnels, on a des pays atlantistes, on a des pays qui veulent se défaire de la tutelle des Américains. Et quand on commence à discuter de ces choses-là au Conseil européen, c'est vite très, très compliqué. Emmanuel Macron a encore redit aujourd'hui qu'il fallait discuter avec les Russes. Je ne sais pas comment ça a été perçu, par exemple, en Pologne, mais je ne suis pas sûr que tout le monde soit vraiment d'accord avec cette idée. Il y a une autre ligne de fracture qui est très importante, c'est le rapport au monde. On a un certain nombre d'États membres qui sont interventionnistes, qui ont une politique de défense, je veux dire, assez ambitieuse, comme ce serait le cas de la France, qui est engagée sur un certain nombre de théâtres d'opération, membre du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a l'arme nucléaire. On a des pays qui ont des politiques de défense beaucoup plus modestes, qui ne sont pas partisans d'aller s'engager sur des théâtres d'opération, et on a des pays qui sont tout simplement neutres. Et avec ces trois ensembles de pays au sein du Conseil européen, définir une politique de puissance dans ce qu'elle peut avoir de militaire est excessivement compliqué. Sur le fait que la souveraineté européenne, ce serait une façon de recouvrer de la souveraineté dans les domaines où les États n'en ont plus, c'est certainement la voie la plus simple. Car il sera toujours excessivement difficile de demander aux États membres de sacrifier des parcelles de leur souveraineté là où ils l'exercent encore. C'est beaucoup plus simple de leur promettre que l'Union européenne va leur redonner une partie de souveraineté dans des secteurs où ils l'ont abandonnée. Amandine? Oui, sur la question des menaces communes, pour compléter ce qu'a dit Olivier, je suis tout à fait d'accord que c'est la clé et que c'est problématique dans le sens où bien souvent ça divise les Européens beaucoup plus que ça ne les unit. Et il y a un exemple qui est frappant. Au-delà peut-être de la Chine et de la Russie, l'une des principales, sinon la principale menace, en tout cas perçue comme une menace pour les Européens aujourd'hui, ce sont les flux migratoires. Et donc, par rapport à cela, de nouveau, comme l'a souligné Luc dans son intervention, la frontière est assez ténue entre l'idée de créer de l'appartenance via un agenda de sécurité et un agenda de puissance, et quelque part foncer ou enfoncer la porte de la sécurisation et de la construction de menaces, comme c'est le cas dans le cas des politiques migratoires. Donc ici, on sent bien qu'Emmanuel Macron essaye de faire de l'en même temps. Donc il propose de la sécurisation des frontières, plus de resserrer les boulons sur Schengen, et il voudrait également avancer sur le paquet asile et migration. On sait à quel point tout cela est extrêmement contentieux, et donc là, on a quand même un risque qu'on avance beaucoup plus d'un côté que de l'autre, évidemment, sur l'agenda sécuritaire, plutôt que sur avoir des normes communes en matière d'un accueil décent et humain des migrants et des règles qui respectent les standards internationaux en matière de droits humains. Sur la question de la souveraineté européenne et de retrouver des compétences perdu, oui et non. C'est-à-dire que oui, l'idée, et je pense dans le cas de la France, a très bien fonctionné, selon laquelle à travers l'Europe, on va pouvoir regagner de la puissance, de la souveraineté. Néanmoins, la souveraineté, mettre en commun, donc partager la souveraineté au niveau européen, ça implique également de décider en commun. Et donc là, on a quand même toujours ce tabou de l'unanimité dans un certain nombre de domaines, notamment sécurité et politique étrangère, mais aussi la fiscalité, par exemple, un certain nombre encore de questions sociales. Donc là, l'équation reste un petit peu entière, c'est-à-dire comment est-ce qu'on partage vraiment la souveraineté et comment est-ce que l'idée de ne pas conserver un veto n'est pas nécessairement perçue comme une perte de souveraineté. Luc? Voilà, merci Michel. Je dirais
un mot sur les menaces et le point de la convergence stratégique indispensable en effet. D'une part, on peut être négatif ou pessimiste, puisque voilà, du moment qu'on avance dans un monde géopolitique, il y a donc des rapports au temps et à l'espace qui gagnent en importance, et chaque État membre a son rapport à l'histoire, à lui, et à l'espace aussi, d'où toutes les divisions, etc. Mais en même temps, et je pense que là, il y a du mouvement et du changement, il y a aussi un rapport des États et des sociétés européennes à l'histoire et à l'espace mondial. Je prends la Chine. Il y a 5 ans, j'ai écrit un grand rapport là-dessus. Il y a 2-3 ans, je me suis beaucoup penché sur la question. Il y a 5 ans, il y avait énormément de divisions entre les États membres. Il y avait un camp libre-échangiste qui ne voulait rien entendre des menaces. Il y avait les grands États membres, dont l'Allemagne, qui voulaient traiter avec la Chine seule. Il y avait les pays de l'Est et du Sud qui applaudissaient pour les investissements chinois suite à la crise financière, etc. Et alors, en l'espace de quelques années, ils se sont tous rendus compte que beaucoup d'attentes ont été déçues. Les attentes économiques des pays plus pauvres ou moins riches ont été déçus. Les grands se sont rendus compte qu'il faut faire comment, y inclut la France et l'Allemagne et l'Italie. Et les libre-échangistes se sont rendus compte, dont les Pays-Bas ou les Danois ou que sais-je, que la Chine constitue vraiment une menace pour nos économies, etc. La seule exception reste la Hongrie, qui est un cas à part pour des tas d'autres raisons. Donc là, on voit quand même une convergence. La plus grande divergence aujourd'hui, c'est par rapport, pour moi, c'est l'affaire russe et donc aussi le rapport aux États-Unis indirectement. Mais je ne vais pas développer ça maintenant. Sur un point sur l'académie, je ne sais pas si Clément Beaune l'a précisé déjà donc, dans Le Monde daté de demain, que je n'ai pas encore lu. Mais en tout cas, ce que j'ai cru comprendre du discours de la grande conférence de presse de Macron du 9 décembre, c'est dans son idée, c'était donc une espèce de réunion, soit ponctuelle, soit structurelle, style comité des sages, qui réfléchirait sur des questions, disons, éthiques et sociétales, et notamment autour du domaine des libertés. Mais je crois que la pensée derrière, c'est qu'il y a, au plan européen, il y a de plus en plus aussi des dossiers législatifs où il y a des aspects, disons, d'ordre éthique, qu'on pense à la protection des données, qu'on pense à tout ce qui est intelligence artificielle, et où il est effectivement intéressant de réunir un certain nombre de penseurs, de philosophes, de nombreux États membres, pour définir ou pour essayer de comprendre qu'est-ce qui nous unit ou divise sur ces sujets. Est-ce que nous, en tant qu'Européens, on le fait différemment, protection des données, un excellent exemple, évidemment, que les Américains ou les Chinois. Donc, dans cet esprit-là, ça a toute sa place, je pense. Pour finir, peut-être un mot sur la dernière question, souveraineté retrouvée, etc. Je dirais peut-être un mot sur, aussi pour rebondir sur ce qu'a dit Amandine, sur la question de la frontière, et notamment la frontière extérieure. Pour moi, c'est très intéressant. Évidemment, hein, les Européens de l'époque de Jacques Delors, c'était l'Europe sans frontières, entre nous. La découverte des dernières années de quelques grandes crises géopolitiques avec les Russes et indirectement avec les Turcs, ou la crise, ou les flux migratoires, demandeurs d'asile, il y a des actions politiques qui ont été menées, mais il y a aussi pour moi une prise de conscience des opinions politiques, des opinions publiques plutôt, qu'en tant qu'Européens, nous partageons une frontière, que nous vivons en fait dans un seul espace. Théoriquement, on le savait depuis longtemps, mais le fait qu'un demandeur d'asile syrien qui arrive en Grèce, qui peut être en 48 heures à Berlin, à Stockholm ou à Liège, ça change la perspective. Quand je regarde, par exemple,
pour les Néerlandais. Ils ont, depuis 1839, plus ou moins, considéré que la frontière au sud, c'était la Belgique. Et aujourd'hui, un Hollandais, il va se mettre dans la tête que la frontière du sud, c'est la Méditerranée, en fait, politiquement. Et ça, c'était la découverte de la crise migratoire. Pareil aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, il y a quelques mois. Donc, il y a là quelque chose comme une expérience européenne d'un territoire que nous partageons, qu'on le veuille ou pas, et qui a donc une frontière extérieure. C'est évidemment un élément décisif à la fois pour puissance et appartenance, puisque une frontière, ça détermine aussi le nous et le eux et tout ce qui vient avec. Mais là, il y a des innovations et des mouvements assez fascinants, je trouve. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Luc. Alors, nous avons une dernière question sur laquelle je vous propose que chacun puisse intervenir et conclure, puisque nous approchons de la fin. Une question justement sur l'appartenance et la question du récit commun soulevée par Luc. Une question de Loïc Azoulay qui nous demande, au fond, n'est-ce pas ce que nous faisons tout le temps, ce que font les institutions? Nous raconter à nous-mêmes qui nous sommes, état de droit, civilisation, notre histoire et notre place dans le monde. La question historique qui pose celle des mémoires communes et conflictuelles est assurément importante. Elle peut avoir un effet de dévoilement et de conscientisation, mais je ne vois pas comment elle peut avoir un effet d'appartenance. Fabrication du récit conduit inévitablement à une guerre des récits et des identités. Voilà, une vaste et grande question sur laquelle je vous propose que nous concluions ce 12e webinaire en reprenant peut-être l'ordre en commençant par Olivier. Oui, la question des récits est importante, mais moi, je ne verrais pas ça comme une guerre des récits. Alors, évidemment, actuellement, on a en Europe deux récits qui s'affrontent très fortement. Un récit classique qui serait celui du côté de Bruxelles sur un monde postmoderne avec des valeurs démocratiques très avancées, etc. Et un autre récit sur l'Europe qui serait plutôt le récit qu'on aurait du côté de Budapest ou de Varsovie, enfin, en tout cas du côté des responsables politiques de ces pays, qui ferait une autre description de ce que sont les valeurs européennes. Mais s'agissant plus spécifiquement de la question de la souveraineté et de la puissance, je pense qu'on progressera sur ces questions-là. Et encore une fois, je pense que ce n'est pas une réalité, mais juste un agenda politique à partir du moment où il y aura une réflexion, comme on l'amène ce soir, sur cette question de l'importance ou de la nécessité de ces politiques-là. Et je pense autant il est difficile pour les Européens de penser ce qu'ils sont en tant que peuple, puisqu'on en est confronté aux différences irréductibles entre les 27 qui plongent leurs racines dans une histoire très longue, autant il est relativement facile d'arriver à penser cette unité dans l'altérité quand on réfléchit quelles sont les perspectives de nos relations avec la Chine, avec la Russie, avec les États-Unis, avec le reste du monde. Il est assez difficile de dire qui on est, mais il est assez facile de comprendre qui on n'est pas. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, la réflexion sur la possibilité, la nécessité d'une politique de puissance et de souveraineté de l'Union européenne peut progresser très vite en faisant appel en quelque sorte à une nouvelle rationalité qui serait plus celle du commerce, mais celle de la sécurité. Amandine. Oui, je suis un peu sceptique. Je crois que, en fait, je suis sceptique sur le versant culturel de cette idée de récit. Je crois qu'il appartient en effet à chacun et en fonction des arènes et des trajectoires de construire l'Europe et la trajectoire de chacun en Europe. On constate que toutes les tentatives ou un peu les outils que les institutions européennes ont tenté de manier pour construire des récits de l'identité européenne, on soit aboutit à des flops, soit au pire créer d'énormes conflits. Si on se souvient par exemple de tout le débat sur les racines chrétiennes de l'Europe en préambule de la question de la Constitution européenne, des tentatives d'écrire des manuels d'histoire européens.
voilà, il y a aussi maintenant une maison de l'histoire européenne à Bruxelles. Je trouve qu'on tombe assez rapidement dans quelque chose de soit tarte à la crème, soit très conflictuel. Donc, je pense que cette appartenance et le récit, il doit principalement se construire autour de projets politiques et de l'action politique de l'Union européenne dans le monde et aussi, par exemple, en lien avec le leadership sur la transition écologique. Et Luc? Voilà, vaste question en effet qu'a posé Loïc Azoulay, mais quand il dit raconter qui nous sommes, est-ce que nous on le fait ou est-ce que les institutions européennes ne le font pas depuis toujours? Je lui dirais non. Ou en tout cas, le discours classique, presque orthodoxe, c'est de raconter qui nous sommes en termes de valeurs universelles. C'est toute la difficulté. Donc, c'est démocratie, état de droit, et on va dire, on porte ces valeurs, peut-être en tant qu'Européens, mais ce sont des valeurs universelles. Et donc, on n'a pas trouvé quelque chose entre, un récit ou des récits pluriels, controversés, mais en tout cas dans un espace national, une pluralité d'espaces nationaux, d'une part, et une appartenance ou un récit universel, d'autre part. Et donc, ça a été aussi même tabou au sein des institutions européennes. J'ai vu des documents législatifs de la Commission, il n'y a encore pas si longtemps que ça, où l'un ou l'autre a voulu écrire « nous faisons ceci ou cela pour les Européens ». C'était, comment dire, ligne rouge tout de suite. C'était même inaudible. On ne pouvait pas dire ça, que les institutions européennes agissent pour les Européens. Quand même, ça, pour tout autre ordre politique, ce serait une évidence, ce serait idiot de ne pas dire ça. Donc, les Européens ou les institutions viennent de très, très loin. Il ne faut pas sous-estimer ça. Mais il y a un autre problème qui est plus grand, et c'est, résumé à un grand trait, c'est les Chinois. Et tout ce qu'eux, ils portent comme discours. Et notre discours de valeurs universelles, les Chinois, et ils entraînent la moitié du monde entre-temps avec eux, c'est dire, non, c'est vos valeurs à vous. Nous, on n'en veut pas, nous, on en a d'autres. Donc, les Chinois, ils provincialisent notre discours universaliste et ils nous renvoient un miroir à nous en tant qu'Européens. Donc, on est confronté à cette question, même si on veut y échapper, parce que les autres la posent pour nous. Et je pense que, pour ma part, ce serait plus utile d'avoir aussi une réponse européenne en termes de culture et civilisation, en assumant tous les conflits et pages sombres qui parcourent cette histoire, que d'être chassés de nos illusions universalistes dans nos petits coins nationaux, voire nationalistes. Et pour moi, c'est pour ça que cette idée de récit européen, il est très important. Et donc, je suis content que la présidence française du Conseil de l'Union européenne, dont nous parlons cet après-midi, porte cette idée dans quelques initiatives très précises. Merci. Merci beaucoup, Luc. Merci, Amandine. Merci, Olivier. On va conclure donc ce 12e webinaire de la FSP. En vous écoutant terminer cette intervention, je repensais à la déclaration sur l'identité européenne de Copenhague de 1973, et je pense qu'effectivement, un texte de cette ambition a peu de chance aujourd'hui d'aboutir en fonction de tout ce qui vient d'être dit. Donc, rendez-vous pour la 14e présidence française du Conseil en 2035. Donc, je rappelle qu'aucun des deux successeurs d'Emmanuel Macron n'exercera une présidence française du Conseil, même si on l'a dit, et c'est un des paradoxes qu'a bien souligné Luc, Emmanuel Macron ne présidera presque rien dans cette présidence, sauf peut-être un sommet informel à Paris. Et d'ici là, rendez-vous le 10 février à 17h30 pour le prochain webinaire de la FSP sur le Irak 3 ans après. Merci à toutes et à tous.
Bonne soirée. Au revoir.